Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Prière et témoignages. Dans notre rubrique témoignages, comme vous savez, du lundi au vendredi à 5h30 du matin sur cette chaîne, on partage une exhortation biblique qui est présentée par le pasteur Amado, suivi d'un témoignage qui est présenté par moi-même, Maman Kabibi. Les après-midi, sur cette chaîne, on partage des émissions des faits divers sur les problèmes que nous rencontrons, ce qui nous arrive, ce dont nous avons envie de parler avec la team pour avoir un conseil et pourquoi pas un conseil biblique venant de la part du pasteur Amado encore. Le soir, à minuit, heure de France, on partage une prière de combat qu'on appelle chaîne de prière qui est présentée par moi-même, Maman Kabibi. Et le samedi, on conclut avec la prière qui nous accompagne toute la semaine, qui est à 5 heures du matin, qui est présentée par le pasteur Amado lui-même. Sur ce, pour tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Pour être membre de cette chaîne, soutenir l'association PASSEF, qui est mon association qui assiste les personnes en difficulté au Congo démocratique et aussi pour soutenir le pasteur Amado, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre qui s'affiche dans la description ou juste à côté du bouton s'abonner. Il y aura les différents abonnements qui vont s'afficher. Vous aurez donc le choix de cliquer sur celui qui vous convient pour soutenir la chaîne mensuellement. À savoir que ces abonnements peuvent s'annuler à n'importe quel moment juste en cliquant sur le bouton joindre. Merci à vous tous. N'hésitez pas à me contacter sur le 0033 6 29 57 24 87 qui est le numéro de la chaîne pour me partager votre témoignage. Sur ce, on va passer à l'essentiel. C'est une histoire forte, une histoire d'une maman dans laquelle il y a plusieurs enseignements qui viennent témoigner Dieu, qui vient nous montrer la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne les servent pas. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Alors, j'ai fait le choix de l'appeler Maman Geneviève. Comme vous savez, dans toutes les vidéos ici, ce sont des noms d'emprunt. On va dire que Maman Geneviève nous a contactés pour partager son histoire. Elle est du Congo démocratique, de la ville de Kinshasa. On salue toutes les mamans congolaises ici présentes sur la chaîne. Elle nous dit ceci. Son histoire commence par sa grand-mère. Sa grand-mère est née au Bas-Congo, dans un village. Elle a grandi jusqu'à l'âge de 15-16 ans et elle s'est mariée comme troisième femme parce qu'ils étaient pauvres. Bon, parce que c'était aussi à cette époque-là, les gens s'est mariés à cet âge-là. Sa grand-mère va comme troisième épouse. Elle accouche 5 enfants. Elle est malade. À l'époque, on ne fait pas des radios, on ne sait pas ce qu'elle a, on ne sait pas diagnostiquer la maladie, mais on dit que on lui a amputé une jambe. On lui a amputé une jambe, ça veut dire que la grand-mère était peut-être diabétique. Ça, c'est elle qui pense aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait attribué ça à la sorcellerie, à une maladie qu'on ne comprenait pas, une maladie compliquée et tout ça. La grand-mère est décédée. Quand elle décède, elle laisse 5 enfants à 2 rivales qui ne l'aimaient pas. Ça, c'est évident. Ça veut dire que sa mère à elle fait partie de ces 5 enfants. Elle est la troisième de la famille. Donc, sa mère commence à galérer. Sa mère souffre dans les mains des 2 rivales. Un coup chez la première, un coup chez la deuxième. Donc, on les a malmenés, on les a fait souffrir. Bien sûr qu'ils n'ont pas étudié, déjà, ils étaient au village. Mais sa mère, c'était quelqu'un de très, très ambitieuse. Elle avait une vision. Elle avait compris que sa maman déjà était en troisième position. Que sa maman n'était même pas favorisée par son papa. Mais elle était quand même là. Donc, même de son vivant, on les cochonnait. Et c'est elle, la troisième, qui tombe malade. Alors, pour décéder, quand sa maman avait 10 ans, c'est que cette grand-mère-là avait commencé la maladie bien avant. Donc, eux, ils ont vu leur maman malade. Donc, sa mère, à 10 ans, elle avait vu sa mère souffrir jusqu'à décéder. Et quand elle voyait la vie du village, elle disait non. Moi, dans ma vie, je ne vais pas vivre comme ça. Elle était ambitieuse au village. Donc, les ambitions, ça ne dépend pas d'où tu vis. Ça dépend de toi. Quand tu veux, tu peux, si tu te donnes les moyens et les conditions. Alors, sa mère, à cette époque-là, dans leur village, 14 ans, tu vas au mariage, 15 ans, tu vas au mariage, toutes ses copines s'est mariées. Elle refusait de se marier aux villageois. Tous les villageois qui voulaient venir vers elle, elle refusait. Son père, on allait lui dire,
parmi tous tes enfants ici, celle-ci même inutile là, elle ne veut pas se marier. Le papa vient lui demander, c'est quoi le problème? Tu as déjà grandi, tu es déjà prête. Les mamelons sont déjà sortis. Tu as déjà les périodes. Tu attends quoi? Hein? Pourquoi? J'apprends que toi, tu refuses les mariages. Parce que les prétendants de l'époque, quand il t'a été fait les avances, tu refuses, il va t'accuser chez vous. Il va s'arranger pour que ça arrive chez vous que on voulait t'épouser, tu as refusé. Soit c'est ses parents qui viendront dire qu'on ne comprend pas, votre enfant veut l'épouser, elle a refusé. Donc, ça a commencé à jouer sur sa maman. Et du coup, elle a décidé que elle, si elle doit se marier, elle doit se marier à un Quinois. Parce qu'un Quinois, quelqu'un qui venait de la capitale, c'était comme quelqu'un qui venait d'Europe, un benguiste. En un mot, on va dire ça. C'est comme quand tu es en Afrique et que tu galères et que tu rêves de te marier avec un gars d'Europe, un gars des États-Unis, un gars du Canada, un gars, voilà. Donc, elle avait dit, moi là, je veux me marier à un Quinois. Chacun ses rêves. Un Quinois qui parle lingala. Pas tous les monde Kutuba ici, c'est bon. J'ai grandi ici, mais moi, ma vision, je veux voir Kinshasa. Kinshasa, c'était comme New York. Kinshasa, c'était comme Paris. C'était comme Londres. Quand vous regardez le village, ce n'est même pas le village, c'est même pas un grand village. Et les grands villages, il faut se taper à pied. C'est peut-être à 30 km. C'est vraiment les petits villages dans le bas Congo, donc il faut marcher. Il y a les camions. Genre, vous voyez les grands villages, les grandes villes, on va dire les villes, hein, les villes du bas Congo, il y a un trafic avec Kinshasa. Maintenant, le trafic qui fait la ville jusqu'au village, c'est un autre trafic. Comme les villageois n'ont pas de voiture, souvent c'est les gens des grandes villes qui viennent. On va dire, la grande ville c'est Matadi, c'est Boma ou Mwanda. Donc, ce sont les commerçants des Mwanda qui viendront au village. Les commerçants des Boma qui viendront au village. Les commerçants des Matadi qui viendront au village. Ce n'est pas les Quinois eux-mêmes. Donc, elle faisait quoi? Comme dans leur village, les camions qui viennent de la grande ville viennent une fois par semaine, jeudi. OK? Elle sait qu'elle faisait. Elle partait au marché pour espérer trouver un Quinois là-bas. Parce que les courageux Quinois venaient avec leur camion acheter encore moins cher au village. Ils vendaient et ils achetaient. Donc, ils vont vendre à Matadi, ils prennent leur camion, ils foncent maintenant au village où ils vont acheter encore à moins cher. Donc, là où on a fabriqué, là où on a fait le manioc, là où on a cultivé, donc on vient vraiment de cueillir des légumes, maintenant on te les vend. Donc, c'était ça qu'ils faisaient. Donc, il y avait quelques camions qui venaient dans son village au marché que jeudi. Mais le marché était ouvert tous les jours. Donc, elle, sa mission, elle partait pointer au marché. Elle partait pointer au marché en espérant qu'un camion ne va pas s'arrêter à Matadi, dans la grande ville, mais va rouler jusqu'au village pour rencontrer un Quinois. La vie appartient aux courageux quand on vous dit. La mamie l'a forcé, forcé, forcé. Un jour, pas, elle va tomber sur un gars qui fait des commerces. Il vient de Kinshasa. Il la regarde comme ça. Hé, hey, toi, viens un peu ici. Elle vient. Elle a déjà appris les petits lingala. Toi, tu habites ici? Oh oui. Ah, tu es mariée? Non, moi, je ne suis pas mariée. Je ne connais pas les garçons. Ah bon? Moi, tu me plais, hein? Ah bon, mais viens chez nous. Viens chez nous. Toi, tu veux m'épouser? Il a dit, ça dépend. Si tu veux, on peut se marier aussi. Ok, moi, je suis partante. Tu habites à Kinshasa? Oh, moi, j'habite à Kinshasa. Première chose qu'elle a dit au gars, est-ce que quand tu veux m'épouser, c'est pour me laisser ici au village, que je sois ta femme du village, ou tu vas me prendre, tu vas m'amener à Kinshasa? Il a dit, oh, comment je vais te laisser ici? Moi, j'habite à Kinshasa. Si je t'épouse, je vais te prendre, je vais t'amener à Kinshasa. Maman, les bengistes s'est vu. Elle a trouvé. Elle a trouvé un gars de Kinshasa. Les gars, ils se sont vus au marché là-bas, ils ont causé et tout ça. Il lui a dit, lui, comme il est là, il ne vient pas souvent dans leur village, mais il viendra dans 2 semaines. Donc là, il repart jusqu'à Kinshasa, il viendra dans 2 semaines. Elle lui a dit, quand tu viens dans 2 semaines, tu viens m'épouser directement. Elle a dit, je viendrai d'abord chez vous, je viens causer. Je viens causer. Elle a dit, je viendrai t'attendre ici dans 2 semaines. C'était les plus longues 2 semaines de sa vie. Rencard verbal. Ce n'était pas WhatsApp, rencard verbal. Elle a stressé les 2 semaines là, donc prière, jeûne. Oh Dieu, que les messieurs là reviennent, qu'ils ne m'oublient pas, pardon. Je vois déjà Kinshasa, je sens déjà l'odeur de Kinshasa. Le gars est venu 2 semaines après. Il a vu, il lui a ramené des petits trucs de Kinshasa, des boîtes de sardines ou je ne sais pas quoi. Hein? C'est un benguiste, non? Ah. Elle a pris les gars, elle a amené chez eux, chez les 2 mamans là. Donc, dans toute la parcelle. C'est elle la seule qui va se marier à un gars de Kinshasa.
un vrai Quinois qui est venu la chercher. Est-ce que vous vous rendez compte? Au village, ils ne sont pas dans des grands villages, ils sont au village. Donc, le gars a doublé la ville. Il est venu jusqu'au village. Un Quinois. Miracle. Le garçon là est venu. Le papa était très fier, très vantard, très vraiment, ma fille à moi a trouvé un Quinois. On l'a donné au Quinois là. Elle n'a pas fait un mois de fiançailles parce qu'avant c'était pressé, pressé, vite fait. Les garçons risquent d'aller l'oublier là-bas. On l'a mis seulement dans des camions. La grand-mère est partie à Kinshasa. Son rêve s'est accompli. Mais pourquoi elle a raconté ça? C'est pour dire qu'il faut être déterminé. Cette grand-mère-là s'est donné les moyens pour rencontrer un Quinois. Elle n'est pas restée faire jeûne et prier, tourner les doigts. Elle partait où elle pouvait rencontrer les Quinois. Elle savait dire, elle sortait. Elle a calculé, dit qu'au village ici, je ne peux pas marcher jusqu'à 30 km, c'est trop loin. Mais il y a parfois des camions qui viennent avec un D, 3 Quinois. Moi, je vais choper un. Elle a chopé. Cette grand-mère, on l'a pas épousée à 18 ans. Elle s'est mariée vers les 16 ans, 17 ans, avec un Quinois. Quand elle arrive à Kinshasa, les Quinois là partent l'installer à Mongafula. Mongafula, c'est un quartier lointain. Donc, ils se battent et tout ça. Comme il était commerçant, la grand-mère commence à vendre les légumes. Elle vend ça au rond-point Gaba. Rond-point Gaba, c'est un grand rond-point où il y a maintenant un marché officiellement qui, c'est un rond-point qui mène à Mongafula. Mais ils étaient encore pauvres, hein? Les Quinois n'avaient pas l'argent. Donc, ils louaient une petite bicoque là à Mongafula avec espérance. Espérance qu'un jour, nous aussi, on sera des propriétaires, on va acheter ici. Donc, le papa là, il habite à Mongafula. Sa femme grand-mère vend au marché d'Engaba. Donc, en tant que femme intelligente, elle fait quoi? Elle fait venir sa petite sœur que je vais appeler Rita. Tantine Rita vient à Kinshasa. Ah, c'est comme ça. Quand son mari part avec les camions, tu commences à tirer la famille. Une fille maligne. Toi, tu es en Europe, tu dors. Toute ta famille au Congo. La fille a fait venir Rita à Kinshasa. Elle finit avec Rita. Elle fait venir son dernier petit frère. Parce qu'elle est la troisième. Leur maman décidait de laisser 5 enfants. Elle est la troisième. Elle a pris d'abord Rita. Et puis, elle a pris son dernier petit frère, qu'on va appeler Pepoulé. Rita et Pepoulé viennent à Kinshasa. Donc, Rita, quand elle arrive aussi, elle entre le système au marché. Pam, 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 avec sa grande sœur. Rita aussi a chopé un Quinois. Ça fait 2 Quinois dans la famille. Ah, 2 Quinois dans la famille, plus Pepoulé qui est aussi sur le territoire. Tout va bien. Tout va bien. Donc, sa maman, elle a tiré tous les 5 enfants de sa mère. Même les grands frères sont venus, les 2 aînés sont venus. Mais pourquoi? Parce qu'elle était partie à Kinshasa. Quand elle arrive là-bas, elle met au monde ses enfants, 5 enfants, comme sa mère. On va aller vite. On va mettre point. On retourne dans la polygamie de son papa. Son papa avait 2 femmes. Les 2 femmes-là, il y avait une première, une deuxième qui avait des enfants plus grands. La première femme de leur papa avait mis au monde un fils aîné qu'on va appeler Jean. Jean, quand il grandissait, il y avait encore les colons belges. Les colons belges se promenaient dans les villages, ils sont tombés sur Jean. Ils ramassaient les enfants un peu intelligents dans les écoles et tout ça. On a pris Jean, on l'a envoyé en Belgique. Donc Jean, on l'avait pris au village, au village. Elle, quand elle est née, elle ne connaissait pas tonton Jean. Donc sa maman, qui est venue à Kinshasa, avec les Quinois, connaissait pas tonton Jean. Parce que tonton Jean, on l'a pris petit, il est parti en Belgique. Et quand il grandissait au village, il cherchait les Quinois. Jean habite en Belgique, le seul de la famille qui est en Belgique. Il est parti petit, peut-être à 7 ans, 8 ans. Il est parti étudier chez les Belges. Donc, blanc, whitey dans sa tête. Mais il vient du village, là, du village. Donc, ils grandissent comme ça. À Kinshasa, un jour, ils apprennent seulement que, oh, Jean, le grand frère aîné de vous tous, le blanc, c'est lui qui était parti loin, 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 là-bas en Belgique. Il est revenu. Ah, il a dit que il fait la réunion des familles, il veut voir tout le monde, les enfants de tout le monde. Pourquoi? Tonton Jean, quand il est parti en Belgique, les Belges l'ont fait grandir, l'ont formé, il a fait des études, il a fait la médecine. Donc, tonton Jean, comme c'est un Belge dans sa tête, il s'est marié à une Belge qu'on va appeler Madame Delphine. Madame Delphine, c'est une blanche. Ils se sont mariés, ils ont mis au monde leurs 2 enfants en Belgique, 2 garçons.
Pour les blanches, ça suffit, elle a mis au monde, c'est fini, le contrat est terminé. Donc, lui, il travaille un peu en Belgique. Après, il se souvient qu'il est congolais. Après, il se souvient que, mais non, moi, je viens d'une grande famille. Après, il se souvient que je vais investir tout mon argent ici. Donc, moi, je suis devenu belge. Non, 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 non. Moi, je rentre au Congo. Quand il rentre au Congo, il y a des postes. Hein? C'est à l'époque là de Kabila, les pères. Mobutu est parti, les choses ont changé. Donc, il rentre, il y a ses amis aussi qui ont pris les postes et tout ça. Il rentre, on lui donne un grand poste que je ne vais pas citer ici. On lui donne un grand poste, mais il est médecin à la base. Donc, quand il revient, il fait venir toute la famille, tous les enfants, dans une parcelle à Kasavubu. Quand ils arrivent, Kasavubu, c'est un quartier populaire à Kinshasa, un bon quartier. Donc, le vieux a acheté un grand terrain à Kasavubu. Il a mis une maison, au milieu, il y avait une maison, et puis il y a des appartements, peut-être 4 appartements. Quand ils partent à la Réunion pour voir les grands frères là, pour la première fois, ça c'est sa maman. Sa maman part avec sa petite sœur Rita, avec Pepoulé, son petit frère. Ils partent d'abord les enfants, d'abord, sans leurs enfants, sinon la parcelle sera pleine, il ne va rien comprendre. Donc, ils voient les enfants des 3 femmes. Il leur présente Madame Delphine. Je vais l'appeler Madame pour qu'on fasse la différence, comme elle est blanche, pour qu'on n'oublie pas, parce qu'il y a beaucoup de noms dans cette histoire. Madame Delphine, c'est une blanche. Il leur présente sa femme et ses enfants métis. Il dit, ça c'est Madame. Moi, je suis votre grand frère. Je suis venu, je veux que chacun m'explique sa situation. Cette parcelle ici que j'ai achetée à Kasavubu, je l'ai achetée pour la famille. Je ne l'ai pas achetée pour moi et Madame Delphine. Delphine et moi, on habite à la Gombe, au centre-ville, dans une autre maison. Mais je vais savoir qui est qui et qui fait quoi. Et tous, ils font la présentation. La plupart, ils sont pauvres. Surtout les autres là qui viennent du village. OK. Moi, je suis monsieur un tel. Ici au Congo, je suis ça. OK. Tout le monde a peur. Ça va? Grand frère prend l'enveloppe. Il donne l'argent à tout le monde. Allez augmenter vos capitales. Allez augmenter vos commerces et tout ça. Commencez la vie. Pour toi, tu fais quoi dans la vie? Oh, grand frère, moi, ça veut dire, je suis le cadet, j'ai tournoi et tout ça. OK. Toi, tu peux habiter ici. Qui encore? Donc, il a pris 2-3 personnes, il a mis dans la parcelle là, c'est sa parcelle. Parce que les gens, ils avaient quand même leur position et puis il leur a donné l'argent. Ça veut dire que la parcelle de Kasavubu, c'est comme la parcelle de la famille. Lui-même, il a dit. La vie commence. Tantine Rita, la petite sœur de sa maman, qui était venue, qui s'est aussi mariée. Tantine Rita, là, elle est partie au mariage. Elle a fait 7 ans, elle n'accouchait pas. On a commencé à dire à son mari, on va lui donner une autre femme. Ça, c'est épouser une femme à perdre. Une femme qui ne produit pas. On fait avec quoi? C'est le contrat. Hein? C'est le contrat. Donc, toi, tu es venu, on t'a épousé, tu ne produis pas. Donc, nous, notre famille, on n'aura pas de descendants à cause de toi. Non, non. Notre frère doit mettre au monde. Et nous, la famille doit continuer. On a dit, on va lui donner une autre femme. Maintenant, Tante Rita va faire comment? Ses belles-sœurs viennent à la maison. Elles prennent des assiettes et tapent ça. L'assiette est cassée, yo! Au moins, quelqu'un aura du boulot ici. Ah, notre frère, il n'y a même pas des enfants pour casser les assiettes. Où est les verres? Il prend les verres et casse. Tu n'as pas d'enfants. Dans une maison, il y a des enfants. La vaisselle se casse. Hein? Les verres manquent. Les verres sont changés couleur, changés taille. Une femme qui a des enfants, elle achète les couverts chaque année. Les fourchettes sont perdues, les enfants jettent ça à la poubelle. Comme en Europe, vous savez, non? Les enfants, tu dis débarrasse, ils jettent et la nourriture et la poubelle et la cuillère, les petites cuillères là. Ça finit tous les jours. Tout le temps, tu dois acheter parce que les enfants jettent ça. Maintenant, toi, dans ta maison, depuis que tu vas acheter 12 verres, les 12 verres sont là. Il faut qu'on t'aide. Donc, elles viennent casser la vaisselle, elles viennent la saboter, elles viennent parler, elles viennent faire n'importe quoi. Elle peut boire, elle boit comme ça. Puis elle renverse les secrets sur les fauteuils. Les secrets. Maman, le fauteuil s'est sali. Parce que les enfants salissent les fauteuils avec les doigts. Tantine Rita souffre. Tantine Rita commence à pleurer. C'est comme ça que Tantine Rita, pour que dans la maison, il y ait quand même un enfant. Elle a pris les enfants chez sa grande sœur, donc chez eux. Elle a pris sa grande sœur à elle, maman Geneviève, qui nous a appelés, qu'on va appeler Chacha. On prend ya Chacha. Chacha et Geneviève ont une différence de 3 ans. On prend Chacha, on donne à Tantine Rita pour que Chacha aille quand même remplir la maison. Chacha part chez Tantine Rita. Tantine Rita est toujours malheureuse. Ça ne va toujours pas. Elle est avec Chacha, les belles-sœurs rajoutent. La maman fait quoi? Elle prend Geneviève qui nous a appelés
Elle donne encore à Rita. Comme ça, Rita a 2 enfants. Rita est occupée. À la fin de l'année, comme ça, elle achète aussi les uniformes, elle amène les enfants chez la coiffeuse et tout ça. Ça fait un peu les mouvements dans la maison. Rien. On a pris une femme, on a donné à son mari. Elle a commencé à souffrir, à pleurer. Quand elle veut parler comme ça, le mari boxait. Le mari la tape. Le mari commence à la battre parce que l'autre femme là était enceinte. Les grands frères là, un jour, il fait réunion de famille. Rita vient sortir avec l'œil comme ça, dit pardon, ça c'est quoi? Oh, on l'a boxé. Elle ne met pas au monde. Imaginez un peu les grands frères là, docteur Jean. C'est un médecin d'abord. On a tapé sa petite sœur parce qu'elle ne met pas au monde. Par un gars qui a déjà engrossé une autre femme qui l'a. Mais ce n'est pas possible. C'est quoi ces bêtises-là? Rita, comme tu es venu à la réunion là, le mariage est terminé. Docteur Jean a décidé. Il a dit que le mariage est terminé. Allez porter-moi les petites affaires minables qu'elle a là-bas. On est parti, on a déménagé les choses de Rita. C'est moi comme elle était partie à la réunion. On lui a ramené ça là-bas à Kassavoubou. Ça veut dire que tantine Rita, Geneviève et Chacha ont commencé à habiter à Kassavoubou. C'est comme ça qu'ils ont déménagé de Ngaba à Kassavoubou. D'ailleurs, le mari là même, il habitait à Ngaba. Ngaba, c'est un sous-quartier. Donc, il y a un Ngaba qui est un peu bien, qui est à côté du rond-point, qui est à côté des Rigini, mais Ngaba, c'est un sous-quartier. Donc, on l'a déménagé. Parce qu'on l'avait tapé. Son grand frère dit, le mariage est terminé. Comme tout le monde avait peur de lui. Et puis, c'était quelqu'un vraiment, hein, une autorité au Congo. Le mariage est terminé. Tu vas dire quoi? Il y a Tantine Rita se retrouve à Kassavoubou. Maintenant, à Kassavoubou, notre sœur Geneviève qui nous a appelés, elle est arrivée dans cette parcelle-là à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans qu'elle arrive à Kassavoubou. Quand elle arrive là-bas, on les met à l'école. À Kassavoubou, elles ont trouvé du monde. Elles ont trouvé qui? Il y avait 2, 3 petits locataires parce qu'il y avait des appartements. Les locataires, là, l'argent qu'ils payaient, c'est ça qui nourrissait Pépoulet, officiellement. Pépoulet, les petits frères, hein, qu'on avait fait venir du village, que grand frère docteur a dit que tu habites là-bas, comme gardien. Donc, les 2, 3 locataires, c'est Pépoulet les chefs de la parcelle. Mais en dehors des locataires, et eux maintenant qui sont venus habiter, il y avait un tonton. Ce tonton-là, il est connu au Congo. C'était un catcheur, il s'est battu. Catcheur qu'on appelait Puma Noir. Moi, je ne le connais pas, mais apparemment, à Kinshasa, il était connu. Puma Noir. Bon, ce sont les noms des scènes hein, que les gens prennent. Puma Noir, là, c'était un féticheur. Bon, vous-même, vous savez que le catch du Congo, le catch de l'Afrique en général, il y a les fétiches dedans. Il y a la force, mais il y a aussi la technique spirituelle. Donc, on va te taper avec les fétiches. Maintenant, Puma Noir, c'était un féticheur. Dans leur parcelle, comme ils étaient là-bas, chez Docteur, Puma Noir faisait les fétiches là-bas. Il avait des clients. Et Puma Noir, c'était l'ami de tonton Pépoulet. Ce n'était pas un locataire. Puma Noir habitait à titre gratuit. Parce que tonton Pépoulet l'a logé. Est-ce que vous imaginez? Donc Pépoulet, s'il était fanatique de Puma Noir, on ne sait pas. Si c'était un sorcier comme Puma Noir, on ne sait pas. Pourquoi il a pris Puma Noir et l'a mis dans la parcelle? On ne sait pas. C'était son ami. Il ne payait pas la maison. Mais il faisait ses business là-bas, les tantines de Kassavoubou venaient faire les fétiches là-bas et tout ça. Et ils viennent se rendre compte de ça quand ils viennent habiter. Oh. Maintenant, dans cette parcelle-là, il y avait une loi que Puma Noir avait mis. Personne ne doit courir. Courir là, tu ne dois pas courir dans la parcelle. Maintenant, elle avait 7 ans et sa grande sœur avait 10 ans. On leur dit, ils ne doivent pas courir. Comment ça ne doit pas courir? Quand ils partent à l'école comme ça, on dit que non, Geneviève et Chacha, ils habitent dans la parcelle de Puma Noir. Personne ne va être leur ami. Parce que dans les quartiers, sur les rues, tout le monde savait que là-bas, il y a un féticheur qui va entrer chez vous. Donc, genre des parcelles que les gens fouillent, les gens ne veulent pas foutre leurs pieds là-bas. Il y a Puma Noir. Et elle dit, Kabibi, un jour, moi, je ne savais pas. On a dit, yeah, j'ai senti ça. Pour une gifle. Je regarde qui m'a giflé. Je ne vois rien. Elle a dit, les gifles invisibles, ça existe. Pour moi, les giflets. Donc, tous, ils ne couraient pas. Ils ne couraient plus. Ils étaient des enfants, les a disciplinés. Donc, quand tu cours, ça, tu dis, tu fais comme ça, pouah, mbata. Qui t'a giflé? Pour moi, non. Pour moi, non, mais tu ne l'as pas vu, il peut être au salon où il fait ses histoires. Dès qu'ils sont arrivés dans cette parcelle-là, elle a commencé à rêver. Rêver souvent un chat. Le chat. Un chat, non seulement il est chat, en plus de ça, il est noir. Au Congo, c'est un chat, ça fait peur. Hein, les chats, on a peur des chats. Un chat noir sur un arbre. Donc, le chat, non seulement il est sur l'arbre, mais sur l'arbre, là, il est fâché.
Ah, maman, moi, j'ai imaginé un chat fâché. Un chat fâché ressemble à quoi? Donc, elle rêvait un chat sur un arbre qui est fâché. C'était ça, ses rêves. Elle rêvait ça presque chaque jour. Les gens, il est fâché, elle a la peur dans les rêves. Si elle ne rêve pas un chat fâché, elle rêve un handicapé. Un handicapé qui la tape. Vous voyez les handicapés en fauteuil là. L'handicapé la tape, la tape, la tape la nuit. C'était ça ses rêves. Maintenant, elle était enfant, elle avait peur de ses rêves. Donc, elle, avant de partir dormir, elle a peur. Ah, aujourd'hui, je vais rêver soit l'handicapé, soit les chats, tous les jours. Plus les bâtards qu'on les tapait là-bas quand ils couraient. Donc, ils évoluent comme ça. Tantine Rita, c'est bas, c'est bas, c'est bas. Pam, Tantine Rita vient trouver un autre mari. Elle trouve ces maris-là, ils partent habiter à Matongé. Ça veut dire qu'ils quittent Kasavubu, ils partent au quartier voisin qui est Matongé. Ils partent habiter à Matongé. Donc, elle a trouvé quand même un gars qui peut s'occuper d'elle. Elle a déménagé. Elle a quitté la parcelle là. Pourquoi? Quand ils habitaient là-bas, le papa docteur, il est rentré au Congo. Il est bon tonton, patron Bokos. Il est parti aimer une autre femme, congolaise, pour avoir les enfants. Est-ce que 2 enfants, c'est les enfants? Il est redevenu congolais. 2 enfants, c'était les enfants en Belgique. 2 enfants au Congo, ce n'est pas les enfants. On ne les compte pas, c'est trop peu. Il faut mettre au monde. Donc, il est parti aimer Edwige. On va l'appeler Tantine Edwige. Tantine Edwige, quand on l'a aimé, on lui a bien expliqué. Tu vois comme je viens t'aimer là. Les jours que Delphine la Blanche va entendre, sentir ton existence, toi et moi, le mariage est terminé. Si tu oses, donc toi, hein, tu oses même raconter que tu me connais. Delphine, elle apprend ça, hein, le mariage est terminé. Elle a dit, t'inquiète, moi je suis au poste, s'il y a l'argent. Ah, moi je reste tranquille. Elle a dit, l'argent, il y en a. J'ai une maison à Kassavou. J'ai une maison à Kassavou, là où j'ai mis ma famille. Toi, tu vas occuper la grande maison. Et tous dehors, ils vont aller dans les bicoques là qui sont dehors. C'est comme ça que Tantine Edwige vient habiter là-bas. Quand Tantine Edwige vient habiter, elle a mis au monde 3 enfants. Et donc, Tantine Edwige, elle a des filles qu'elle a mis au monde là-bas. Elle a une fille et 2 garçons. Ils habitent avec, à l'époque où Tantine Rita est là-bas. Là où, hein, à l'époque où ils habitent, Tantine Edwige habite déjà là-bas. Donc, toute la famille de papa docteur Jean, personne ne devait même dire qui est Edwige. C'est lui-même qui allait seulement raconter même au quartier que Edwige, c'est la femme des docteurs. On va les renvoyer au village où on va l'arrêter. Donc, toute la famille, les enfants des 3 femmes, savaient que Tantine Edwige, là, c'est la femme de leur grand frère. Hein? Interdiction d'en parler. Vous connaissez le secret des familles. Ah! Tout ça parce qu'on a peur de la blanche. Secret des familles. Jusqu'aux enfants. De toute façon, lui, les petits-enfants, ils ne causaient pas avec. Et puis, la blanche, là, Delphine, bof, elle habitait en ville, qu'est-ce qu'elle va foutre des villageois? Ce sont des villageois aussi. Ils venaient du village, donc elle ne partait pas là-bas. Qu'est-ce qu'elle va aller faire là-bas? Parfois, il y a des réunions, des familles, elle peut venir une fois par an, elle s'assoit là-bas, elle voit comme s'ils sentent mauvais, elle fait un peu un genre avec ses enfants qui sont aujourd'hui en Belgique, demain à Kinshasa, ils sont ici au Lupio, à l'école américaine, ils sont les enfants, amis des ministres. Qu'est-ce qu'ils voient des cousines, là, toute la famille des papas, oh là là. Ils ne se fréquentaient pas. Donc, Madame Delphine, elle ne savait pas qu'Edwige a pompé 3 enfants et puis elle habite dans la parcelle de son mari. Donc, égalité. Vous deux, vous habitez dans les parcelles de vos maris. Maintenant, Tantine Edwige, quand elle était venue au mariage, est venue avec sa petite sœur qu'on va appeler Tété. Donc, une jeune fille, ça veut dire, il y a Tantine Edwige, Tété, leur tante à Eurita, ok? Geneviève, qui nous a appelés, sa grande sœur Chacha. Ça veut dire qu'il y a 5 filles, 5 femmes dans cette parcelle-là. Et Nono, la fille de Tantine Edwige. Donc, ça fait 6 filles dans la parcelle. C'est très important. Donc, leur tante a eux trouvé un mari, ils déménagent, ils vont à Matongé. Donc, ils laissent la Tantine Edwige là, sa petite sœur, c'est ses enfants. Plus les autres gens qui sont venus, qui sont partis, des gens, ça ne nous intéresse plus. Quand ils déménagent, ça veut dire qu'elle, elle a fait là-bas de 7 ans à 12 ans. Ils ont habité là-bas pendant 5 ans. Ils déménagent, ils vont à Matongé.
Quand ils arrivent à Matongé, elles savent déjà circuler, prendre les bus et tout. Leur papa et leur maman, ils sont toujours à Mongafula. Dieu a réalisé leurs rêves. Ils ont pu acheter un terrain. Mais Mongafula que vous entendez là, c'est un quartier des montagnes. Il y a des côtés où il y a des érosions, il y a des fissures des routes et tout ça. Il y a le côté riche et le côté pauvre. Bien sûr que ses parents étaient pauvres, donc ils ont acheté du côté pauvre. Ils ne savaient pas ou ils ne savaient pas bien. Bref, là où ils ont acheté, ils ont commencé à construire leur maison. Mais c'était du côté Mongafula, loin, 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 donc presque village de Mongafula. Elle dit, quand tu quittais chez mes parents, tu vas te taper à pied la rue des sables. Le sable, tu vas partager dans le sable de Kinshasa, le sable qui chauffe là, les pieds. Quand tu arrives au Coudon, tes chaussures sont remplies de sable. C'est là que ses parents avaient acheté. Elle dit donc, il y avait une grande maison ici. Tu vas marcher à pied. Tu marches même pendant 12 minutes. Après, tu vois une autre grande maison qu'on est en train de construire. Elle dit, tu vois les gens de Mongafou là comme ça. C'est là que papa avait acheté. Bon, pour des gens qui étaient des petits commerçants qui ont évolué, c'était déjà pas mal. Donc, ils habitent à Matongé. Ils doivent venir visiter leurs parents parce qu'ils ont 12 ans et sa soeur a 15 ans. Donc, ils savent prendre les bus, ils viennent chez leur maman, ils dorment et tout. Elle dit, les Africains, Kabibi, tu ne peux pas les comprendre. Quand nous, on va chez maman, maman, elle a déjà pris aussi ses nièces. Donc, nous sommes ses enfants. Elle nous a donné à sa soeur. Mais elle a pris aussi ses nièces. Les nièces côté papa et tout ça. Donc, chez nous, il y avait des parasites qui habitaient. Des gens qui habitaient chez mes parents. Pendant que nous, on habitait chez notre tante. Donc, si notre tante souffre, nous, on doit souffrir avec elle. C'est des Africains. Tu ne peux pas les comprendre. Donc, quand ils vont chez les parents comme ça, ils ont l'habitude d'aller. Elle, on l'a envoyé acheter la bière. On va sauter les étapes. Donc, elle a fréquenté ses parents comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans. Ce sont des catholiques. Bon, catholiques sont des... Au Congo, tout le monde prie, tout le monde connaît que Jésus est Seigneur. Donc, elle part chez ses parents. Elle dit, elle, quand elle avait eu ses périodes, à l'âge de 11 ans, là, on parle des Geneviève qui nous a appelés. À l'âge de 11 ans, Geneviève, sa tante là lui avait dit, tantine Rita lui avait dit, Jenny, comme tu es là, même si un garçon te dit bonjour, si tu commences à causer avec les garçons dans les coins, tu vas tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte, tu vas abîmer ta vie. Donc, comme tu es là, loin donc un garçon, s'il t'appelle, tu fuis. Tu fuis, tu n'écoutes même pas. Il va abîmer ta vie. Il ne faut pas toucher les garçons. Et c'est la vérité. Il ne faut pas toucher les garçons. Donc, elle avait peur des garçons. En plus, tantine Rita les avait déjà mis au lycée. Au lycée, en Afrique, il n'y a pas de garçons. C'est pour ça que ça s'appelle lycée. Collège, il y a des garçons. Il n'y a pas de filles là-bas. Lycée, il n'y a que des filles. Ah! Donc, là-bas, au Congo, lycée. Elles étaient dans un lycée catholique. Donc, il n'y a même pas de garçons. Elle ne voit pas les garçons. Elle voit les garçons qui sont sur la route quand elle rentre à la maison. Elle n'a pas l'occasion de causer avec les garçons. C'est ça qu'elle croyait. Quand elle a 15 ans, elle part chez ses parents en vacances, grandes vacances. Elle ne connaît pas les garçons. Ses parents, quand ils ont les visiteurs, Geneviève, prends 1000 francs, va acheter la bière. Tu pars acheter la bière dans la parcelle de Maman Coco. Maman Coco, Coco c'est un garçon. Chez les Cocos, on vend la bière. C'est l'Afrique. Donc, on ne vend pas la bière que dans les supermarchés. Les gens à domicile, ils vendent les sucrés, les Fanta, les Coca et tout ça. Donc, chez Maman Coco, on vend les Coca, les Fanta. Va acheter la bière là-bas. Quand elle va chez Maman Coco, elle trouve Coco. Mais Coco, c'est le fils de Maman Coco. Donc, c'est Coco qui vend la bière. Ah, Coco, il a quel âge? Il a 17 ans, 18 ans. Donc, quand il voit Geneviève, il dit, celle-ci, c'est qui? Elle n'est pas du quartier. Je ne la connais pas sur les territoires. Toi, tu t'appelles comment? Oh, Geneviève. Je suis venue acheter la bière. Hé, Geneviève, tu veux plaire? Hé, faut pas me parler comme ça. Toi, tu es un garçon, tu veux abîmer ma vie? Hein? Tu veux abîmer ma vie? Comment ça, je vais abîmer ta vie? Tu veux me toucher pour que je tombe enceinte? Moi, je ne veux pas. Faut pas me parler comme ça. Donne-moi la bière, moi, je pars. À 15 ans. Hé, Coco a commencé à rigoler. Toi, tu habites où? Oh, moi, j'habite à Matongé. Ah, tu as menti. Une ville de Matongé, un quartier chaud comme ça, un quartier vivant. À Matongé, c'est là qu'il y avait les musiciens, les papas, Wemba, les Kofi. Donc, Matongé, sa vie, 24 sur 24. Toi, une fille de Matongé, tu viens me dire que si moi, je n'étais pas ajouté la grossesse, toi, tu es bête vraiment. Donc, c'est les grandes vacances. Pendant les vacances, les gens se promènent, les gens se visitent avec les enfants. Ça veut dire que souvent, on l'envoyait chez Ma Coco. Donc, Coco, un jour, il dit, Geneviève, tu sais que moi, je croyais que les filles du lycée étaient intelligentes. Toi, comment tu peux dire que si tu causes avec moi, tu auras la grossesse? Qui t'a dit ça? Elle a dit, c'est ma tante. Et ta tante t'a menti.
Ta tante, elle t'a menti. Toi, tu habites là-bas, chez vous, là-bas, je sais maintenant où tu habites. Tes cousines, elles ont des copains, non? Tes cousines là, avec qui tu habites, tes cousines qui habitent chez vous, elles causent avec les garçons. Est-ce qu'elles sont enceintes? Elles ne sont pas enceintes. Toi-même réfléchis. Elles ne sont pas enceintes. C'est faux. Tu peux causer avec moi, tu ne seras pas enceinte. Tu ne seras pas enceinte, ta tante t'a menti. Elle a dit ça, déranger son intelligence. Elle est rentrée chez eux. Elle a commencé à observer. Elle a dit, mais c'est vrai. Mes cousines, elles causent avec les garçons. Comment elles ne sont pas enceintes? Tante Rita m'avait menti. Comme elle m'a menti. Elle verra. Moi aussi, je vais causer avec Coco. Elle dit, je ne sais pas si c'était des coups de foudre, si c'était quoi. C'est comme ça qu'elle est partie se faire piétiner par Coco. À 15 ans. Elle vendait des bières. En plus, il vendait la bière chez eux, il n'a même pas le bar. Il n'a même pas l'argent. On a piétiné cadeau. Pour rien. Juste parce qu'elle s'est rendue compte qu'on lui avait menti. Mais Dieu merci, elle n'est pas tombée enceinte. En plus, elle n'était pas enceinte. Elle a compris que Tante Rita lui avait menti. Ah, Tante Rita, tu m'avais pris mouton. Donc, la vie avance. Elle grandit comme ça. Quand elle a 16 ans, elle part chez eux. Elle fait toujours ces rêves-là. Hein. Elle rêve toujours le chat, elle rêve toujours des rêves bizarres. Donc, elle part chez eux quand elle a 16 ans. Elle trouve une de ses cousines. Sa cousine que sa maman élève. Sa cousine dit, comme tu es venu comme ça, dimanche, non, mais vendredi, samedi et dimanche, il y a un séminaire dans une église là. Il y a un garçon là qui m'a invité. C'est un garçon seulement du quartier, de notre quartier ici, de mon garçon. Il aime beaucoup déranger les gens avec des choses de l'église. Je lui avais menti que je vais aller. Viens, seulement on parle, non? Si je suis seule, je n'irai pas. Je lui avais dit que j'irai. Viens, on parle. Il sera content. Il s'appelle Frère Sam. Frère Sam, on part, tu vas voir Frère Sam. Il est gentil. Je lui avais dit, je viendrai. Donc, ils partent au séminaire des vendredis. C'est vendredi, samedi et puis dimanche. Quand ils arrivent au séminaire des vendredis, la personne qui est en train de témoigner, qui est venue prêcher, le pasteur là qui est en train de prêcher. Oh, moi, je suis un ancien féticheur. Quand je faisais mes fétiches, je prenais les fétiches, je partais, j'étais dans des ronds-points. Vous voyez, les ronds-points, il y a la circulation des voitures et des piétons. Ou alors, ils jetaient ça dans des coins d'avenue, croisements d'avenue. Quand je vais jeter mon fétiche là-bas, les filles qui vont passer là-bas en premier, les filles qui vont passer, qui sont esprit facile, quand elles vont passer, soit à côté de mon fétiche, même sur mon fétiche, ces filles-là, quand elles vont passer, elles vont perdre leur fertilité. Elles devenaient stériles. C'est ça que moi je faisais. Donc, quand elles piétinent seulement mon fétiche, soit elles portaient la malchance, elles ne vont pas se marier, elles portent les rideaux du quartier, soit il a commencé à donner les condamnations qu'il faisait quand il jetait ses fétiches. Maintenant, pourquoi il est devenu pasteur? Parce qu'il ne comprenait pas. Si, par exemple, il jette un fétiche, il met peut-être la poudre, il met ça sur toute la rue, il coupe la rue comme ça, il met la poudre, la route elle est droite. Lui, il met la poudre comme ça, que tu passes à gauche, que tu passes à droite, tu vas marcher sur sa poudre. Il dit, ce qui abîmait sa poudre, c'était que si la première fille qui va passer sur sa poudre, c'est une chrétienne, la poudre s'abîme. Donc, le fait seulement qu'une chrétienne piétinait la poudre là, ça neutralisait toute la poudre s'abîme. Donc, il y avait beaucoup de gens qui rataient les clientes. Parce que les gens prient. Il y a des gens qui prient sincèrement. Et il dit, mais ces gens, ils disent comment ils abîment ma poudre. Quand il jetait ces histoires comme ça, ces fétiches, s'il a la malchance pour lui, que le premier qui va piétiner, c'est une chrétienne. La poudre s'abîme, ça ne va plus rien faire dans les quartiers. Respectez les gens qui prient dans vos quartiers, ils vous sauvent. Ils vous sauvent. Donc maintenant, lui, quand il faisait ces trucs, il comprenait, les gens disent de Jésus là, ils sont comment? Comment ils abîment mes histoires comme ça? C'est comme ça qu'il s'est intéressé à la parole. Parce qu'il a vu que non, et leur truc est plus chaud, c'est plus fort. Que je parte un peu voir, peut-être qu'il y a des choses derrière là-bas, parce que ce n'est pas possible. Et quand il vient entrer dedans, il est devenu jusqu'à pasteur. Du coup, il est en train de prêcher que quand tu as la parole de Dieu, quand tu connais Dieu, tu es vraiment sauvé, tu es vraiment protégé. Même nous, les féticheurs, les aventures qu'on faisait dans les quartiers, on n'arrivait pas à attraper les chrétiens. On n'arrivait pas à les... On les connaissait même, c'est un chrétien, il abîme mes histoires. Vous êtes dans les mêmes quartiers, les chrétiens, là, ils tapent les prières. Surtout s'ils commencent à prendre le contrôle du quartier. Mince, ils commencent à t'énerver. Tu commences à le chercher parce que lui, il abîme tes histoires. Il n'a qu'à prier ses prières pour lui-même. Pourquoi il prend la possession du quartier? Oh, les quartiers, vous tous, c'est votre quartier. Lui, il est féticheur, il veut pratiquer. Lui aussi, les chrétiens, il veut dominer. C'est quoi ça? Donc, c'est comme ça que le féticheur là est en train de témoigner.
Il a commencé à témoigner beaucoup de choses. Oh, comment eux, ils entraient dans les vies des gens. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, cette personne-là, tu prends possession de son corps. Tu entres jusque dans son esprit. Donc, cette personne-là, il peut même commencer à voir les choses que tu lui fais, mais il ne va jamais confesser. Il ne va jamais dire les choses qu'il va voir la nuit, les aventures que tu vas lui faire. Tu viens le prendre, tu le fais voyager. Lui-même, il voit qu'il n'est pas là. Hein? Il voit des choses qu'il ne comprend pas. C'est toi qui viens le prendre. Donc, le féticheur a dit des choses. C'est comme ça qu'elle dit, elle ne sait pas. En pleine prédication, s'il avait dit quoi? Elle s'est rappelée que elle rêve les chats qui est fâché. Et puis, elle rêve quoi? L'handicapé qui la tape. Ah! Elle a dit, donc, ce que je rêve là, c'est peut-être pas normal. Parce qu'ils habitaient avec un féticheur. Donc, c'est comme ça, il dit, si les féticheurs ici disent qu'ils abîmaient les gens du quartier, maintenant, nous qui habitons à Kassavoubou avec le féticheur là, l'ami de tonton Pépoulé, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Le féticheur là, nous tapait des gifles. Parce qu'il a dit que, le type ici a dit que quand vous marchez sur ces histoires, il vous abîme, il prend autorité dans vos corps. Il dit, mais nous, on nous tapait des gifles par quelqu'un qu'on ne voyait pas. Elle a eu peur. Mais la cousine qui l'a amenée n'a jamais habité à Kassavoubou. C'est elle qui a habité à Kassavoubou. Elle a pris conscience à 16 ans. Elle a dit jamais. Moi, le féticheur là, peut-être c'est lui qui vient me faire rêver le chat. Donc, elle a suivi les séminaires jusqu'à dimanche. Dimanche, quand c'est terminé, on a dit qui veut recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle a dit moi. Elle est partie. On l'a fait recevoir Jésus, je te reçois comme Seigneur, comme Sauveur. La prière là qu'on fait aux gens. Amen, amen. Elle est partie, elle a commencé les affermissements. On a commencé à lui prêcher la parole de Dieu. Donc, elle s'est intéressée à ça. Elle s'est intéressée à ça. Elle a dit, les vacances sont terminées. Elle dit, tu t'imagines que moi, j'ai quitté Matongé, j'ai parti à l'église dans les quartiers de mes parents. Je suis partie à cette église-là de 16 ans à 19 ans. Donc, moi, on m'avait piétiné pour rien. On m'a piétiné seulement une année. Donc, le diable était tellement malin qu'il a manipulé ma tête. Elle a dit, on m'a piétiné. Un an après, je suis devenue sœur en Christ. J'ai quitté chez ma tante. Je suis rentrée chez mes parents pour l'église. Pour l'église. Donc, quand elle rentre chez ses parents à 16-17 ans là-bas, sa grande sœur a déjà 20 ans. Sa grande sœur avec laquelle elle était partie chez Tantine Rita, sa grande sœur Chacha. Elle dit, tu vois maintenant Chacha, quand on était parti à Matongé, je vous disais, c'est un quartier chaud. Chacha s'est réveillée. D'abord, on était à Kassavou, et puis on est parti à Matongé. Chacha était une fille que moi, je dois réussir dans la vie. Très, très, très ambitieuse. Donc, Chacha, c'était les filles qui avaient la vision. Elle dit, il y a Chacha. Je ne sais pas, peut-être c'est ses copains. En tout cas, elle avait des copains sûrement. Elle a eu l'argent. Elle a déjà commencé à faire les commerces. Elle a tapé Brazza, pam, pam. Bénin, pam, pam. Niger. Elle dit, ma grande sœur, elle était jeune. Tu vois, quand on disait les mamans des Lomé, les mamans du Congo là qui partaient à Lomé, elles avaient un nom, elles appelaient les mamans des Lomé. Les mamans là qui allaient à Lomé, Chacha, c'était une petite fille, elle les suivait. Elle ne suivait pas ces mamans là, mais elle partait aussi acheter. Elle dit, ma soeur, elle partait à Lomé, elle partait au Nigeria, elle partait au Bénin, acheter la marchandise et vient me vendre à Kinshasa. Elle était courageuse. Elle disait que non, elle doit réussir la vie. Elle, dans sa vie, elle doit acheter des maisons. Elle doit être riche. Elle vendait tout ce qu'elle voyait, commerçante. Mais elle avait des copains, c'était des jolies filles. Elle dit, quand Yachacha faisait tout ça là, moi je suis rentrée chez nous pour prier. Elle dit, Kabibi, dès que j'avais réussi le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, le jour-là, dimanche, c'était la première nuit, depuis l'âge de 7 ans, que j'avais dormi, je n'ai pas fait des rêves. J'ai dormi, je n'ai rien rêvé, c'est pour ça que j'étais rentrée. Tellement que j'étais, en fait, c'est comme si elle avait eu la délivrance dans la prédication. Elle a pris conscience, elle a eu peur, elle a dit, moi, je vais rester ici. Elle dit, tu vois qu'on dit, reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. J'ai répété ça, j'étais sincère. J'ai dit, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Oui, je veux que tu sois mon Dieu. On lui a fait répéter là. Elle a dit, la première nuit, là, quand j'ai dormi, j'ai rien rêvé. Elle-même, quand elle s'est réveillée le matin, elle s'est étonnée. Elle a dit, oh, j'ai rêvé ou pas? Je n'ai pas rêvé. Elle a commencé des affermissements. Elle a fui là-bas, Matongé. Elle est rentrée à Mongafou là, pour prier. Elle a dit, elle s'est réveillée de 3 heures du matin à 6 heures, tous les jours pour prier. Personne ne lui avait imposé ça, c'était elle-même. Elle a dit, tu as déjà senti le besoin de prier. Je n'ai plus jamais rêvé ça dans ma vie, Kapipi. Je ne rêvais plus tout ça.
Elle dit, mes prières, ce n'était pas seulement des demandes. J'ai glorifié Dieu. Elle dit, moi, je peux glorifier Dieu pendant 3 heures de temps. J'ai fait que glorifier, j'ai fait que... Elle dit, j'avais beaucoup de prières à faire. Donc, elle est restée comme ça pendant 3 ans des affermissements. On l'a baptisée. Elle est devenue une sœur en Christ. Elle a fait son bac. Elle a terminé. Elle a réussi son baccalauréat. Sa grande sœur, quand elle a fini, elle avait 19 ans. Sa grande sœur est partie en Angola, Yachacha. Tellement qu'elle était courageuse, finalement, pas un topo, elle est partie en Angola, parce que l'Angola fait partie des pays dans lesquels les gens allaient se chercher. Quand sa grande sœur arrive en Angola, elle commence, papa, les tractions, Yachacha s'en sort, Yachacha. Elle reste là-bas jusqu'à l'âge de 22 ans. Elle dit, Kabibi, j'habitais chez mes parents. Quand je sortais comme ça, je disais, Seigneur, moi, ma vie, je n'ai pas le courage de Yachacha, mais moi, je ne vais pas finir ma vie ici. Elle dit, quand j'ai quitté chez mes parents, je me tapais à pied jusqu'au Coudron, comme on dit au Coudron à Brazzaville, jusque sur la grande route, sur le boulevard. Le sable là qui m'entrait dans les... Elle disait, Dieu, moi, je vais passer ma vie ici. Moi, je ne vais pas vivre comme ça. Elle dit, un jour, elle a 19 ans là, elle rêve qu'elle est en Europe. Elle rêve qu'elle est en Europe. Je rêve que je suis en Europe. J'appelle les bacs. Je n'ai même pas d'argent pour aller à l'université. Son papa et sa maman, les business sont tombés. Vous voyez qu'ils prennent de l'âge, les enfants ont grandi. Donc, ils habitent à Mongafona, mais ils n'ont pas l'argent. Ce sont des pauvres, en un mot. C'est docteur même. L'argent qui étaient les grands frères qui venaient de la Belgique, qui donnaient l'argent à tout le monde. Quand ils sont arrivés au Congo, sa femme s'est fatiguée du Congo. La blanche, la Delphine. Elle ne voulait plus rester au Congo. Elle lui a dit, on repart. Parce qu'à un moment, elle a soupçonné l'histoire des Edwige. Elle a soupçonné qu'il avait une autre femme, où il y a des gens qui l'ont soufflé, mais ce n'était pas clair. Un jour, elle est venue à Kassavou. Présentez-vous, vous tous là, vous êtes qui? Ils se sont présentés, même Edwige s'est présentée comme la cousine. Parce que tout le monde disait qu'Edwige, c'était la cousine. C'était la parcelle de la famille. La blanche, là, voyait seulement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a dit à son mari, on rentre en Belgique. Moi, je ne veux plus habiter au Congo. Je suis fatiguée, je te sens trop éparpillée. Bon, vous imaginez bien que ce monsieur-là, il n'avait pas qu'Edwige. Il avait d'autres copines, c'était un riche. Donc, la blanche a compris qu'on la trompe, l'amour n'est plus comme avant. Elle a dit, moi, je vais rentrer en Belgique. Si tu ne viens pas avec moi, je demande le divorce. Le tonton a regardé la Belgique, la blanche. Il a regardé le Congo. Il a dit, je rentre. Donc, tonton Jean, il est rentré en Belgique. Or, c'est tonton Jean qui donnait l'argent à tout le monde. Donc, sa maman, elle faisait les commerces avec son mari, mais leur grand frère aîné était très riche. Il les a toujours soutenus. Quand on dit donner l'argent, il leur donnait des 2 000 euros, des 3 000, ça dépend des doléances, comment tu vas entrer ton dossier. Il les supportait vraiment. Mais il était aussi au gouvernement. C'était une autorité. Quand il est rentré en Belgique, il est redevenu médecin. Bon, après, les médecins ne sont pas pauvres, mais il a sa vie de Belgique. Quand il était parti là-bas au Congo, il a vu toute la ribambelle d'enfants, là, je ne sais pas, ils sont combien, 17, plus leurs enfants, plus... Il est reparti en Belgique. Il a gardé les numéros essentiels. Et puis, ils n'étaient pas attachés, lui, il a grandi en Belgique. Donc, là, maman, ils sont devenus des vrais pauvres. Non, ils n'avaient pas d'argent avec ses parents. Et elle ne voulait pas vivre cette pauvreté. Elle s'est permis de rêver qu'elle est en Europe. Elle va aller en Europe, mais elle va s'envoler. Donc, elle s'accroche à ça, elle dit, hé, Dieu, en Europe. Si tu me fais un parti en Europe, je serai contente. Peut-être je vais trouver un mari qui va m'amener en Europe. Elle continue à prier, elle continue à prier. Pendant encore 3 ans, quand elle a l'âge de 22 ans, elle ne fait rien dans la vie, à part aller se balader à l'église, se promener dans les quartiers, manger les cacahuètes, cueillir les mangues. Vous voyez un peu la fille de qui ne fait rien. En plus, elle habite à Mongafoul. Mongafoul, c'est un quartier calme. Il n'y a pas de gens là-bas. Donc, elle évolue comme ça. Sa grande sœur l'appelle quand elle a 22 ans. Yachacha. Oh, Geneviève, j'ai un topo ici pour que tu partes aux États-Unis. Elle dit, quoi? Elle dit, oui, oui. Viens en Angola. Il y a un petit business là. Les gens partent aux États-Unis. Toi, tu dois aller aux États-Unis. Comme ça. Et ses parents acceptent. Et Chacha, merci. Chacha, que Dieu te bénisse. Chacha, que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'elle part en Angola. Quand elle arrive en Angola, elle habite Yachacha. Yachacha, c'est une femme de mouvement. Une fille connue à Luanda là-bas et tout ça. Yachacha est dans les business. Elle lui montre que non, moi je fais des business comme ça, je fais des business comme ça. Toi, tu vas aller en Amérique. Yachacha paye l'argent. Pas, on lui bouffe l'argent. Faux business. Elle n'est pas partie. Donc, elle reste en Angola. Elle fait 1 an. Il n'y a pas la route. Yachacha prend $500. Elle lui donne. Elle lui dit, tiens, c'est pour toi. Toi aussi, commence un commerce. Tu vois, en Angola ici, l'argent se multiplie vite. Mais en Angola aussi, comme nous sommes là, tu peux être millionnaire le matin. Le soir, tu es SDF. Tu n'as plus rien.
Comme les gens deviennent riches rapidement, c'est comme ça aussi qu'ils tombent rapidement. Mm. En Angola, il faut ouvrir les yeux. Dès que tu as l'argent, tu pars. Dès que tu as l'argent, tu passes. Dès que tu as l'argent, tu fais quelque chose de grand. Moi, comme je suis là, comme ton voyage n'a pas donné, moi, je me concentre sur les business que j'ai fait. Les parents là-bas à Kinshasa, il y a eu l'érosion. Parce que mon gars, il y a beaucoup de montagnes. Il y a eu l'érosion. L'érosion a cassé ou a fissuré la maison, a fait comment? Les parents n'ont plus vraiment des maisons. Donc, moi, je dois me battre pour acheter une maison aux parents. Comme ton voyage, ça m'a bouffé l'argent pour rien. C'est mieux que j'ai déjà acheté un terrain aux parents parce que les parents sont presque dehors. Donc, toi, tiens 500 dollars ici. Essaye de tourner ça. Comme ça, tu as un peu de l'argent pour tes petits besoins. Parce que moi, ce jour-ci, je ne vais pas m'occuper de toi. Ok, ok. C'est l'Angola. Donc, elle aussi, elle met la tête. Elle commence à se débrouiller. Yachacha lui montre un petit business. Yachacha, rotation, rotation, rotation. Pah, elle a porté l'argent. Quand elle porte l'argent, elle dit que maintenant, elle va aller à Kinshasa. Elle dit qu'à Bibi, elle me dit qu'elle va partir. Et puis, le jour-là, on est en train de parler. Je vais aller à Kin et tout ça. Kin là-bas, je suis sortie avec un garçon. On m'a dit qu'il est mort. Quel garçon? Elle dit, oh, je suis sortie avec un garçon là. On va dire, il s'appelait même Papy. Je suis sortie avec un garçon, il s'appelait Papy. On vient de me dire que Papy est mort. Apparemment, tout le monde dit que oh, Papy est mort des sida. Papy est mort des sida et tout ça. Waouh. Donc, quand je pars à Kinshasa là-bas, en faisant que les gens vont me critiquer et tout ça. Donc, elle s'est confiée à elle. Et elle a dit, ça m'a fait mal au cœur. Je lui ai demandé, Yachacha, tu as le sida? Elle me dit, non, moi, je n'ai pas le sida. Parce que moi, j'ai le sida. Toi, quand tu habites avec moi, tu me vois, j'ai le sida. Je n'ai pas le sida, c'est seulement les rumeurs. Comme les gens disent, tu vois, moi, quand j'étais à Kin, quand je faisais le commerce, j'avais aussi des copains. Donc, Papy, c'est parmi mes gars que les gens me connaissent avec, tu vois. Mais là, comme je pars à Kin, moi, je sais que Papy vient de mourir, il vient de décéder il n'y a pas longtemps. Donc, les gens, waouh, ça va être un peu chaud sur moi, quoi. Donc, elles ont causé comme ça. Elle a dit, tellement j'ai eu mal au cœur. Elle est partie, elle a dormi, elle a prié, elle a dit, ah Seigneur, vraiment que ma grand-sœur n'ait pas le sida et tout ça, ça lui a fait mal au cœur. Elle a prié, elle dit, Kabibi, je dors comme ça. Je rêve que Yachacha est morte. Carrément, je me rêve les deux. Je dis, Yachacha, tu es morte. Elle dit, Seigneur, pourquoi je vais rêver que Yachacha est morte? Elle dit, je me réveille le matin, j'ai les soucis, je dis, Yachacha, tu sais que j'ai rêvé que tu es morte. Elle a éclaté de rien, toi aussi. C'est parce que je t'ai dit que papy est mort. Donc, tu commences à me connaître la mort de papy ou quoi? Ah, toi aussi. Tu as peur que j'ai le sida? J'ai pas le sida. J'ai pas le sida, t'inquiète pas. Yachacha est partie à Kinshasa. Elle a acheté une maison à ses parents à Bumbu. Bumbu, c'est un autre quartier, je sais pas, ça n'a rien à voir. C'est un sous-quartier aussi. Elle a acheté, mais là-bas, quand même, les terrains sont plats. Donc, Yachacha part, elle achète la maison, elle déménage les parents, tout le monde la bénit, et tout. Yachacha revient. Quand Yachacha revient, c'est moi comme ça. Elle lui montre un business là de vendre les médicaments. Les médicaments, parce qu'à l'époque, en Angola, il n'y avait pas vraiment de pharmacie. Les médicaments venaient d'ailleurs et tout ça. Donc, Yachacha lui met sur un topo comment faire entrer les médicaments en Angola. C'est ça le business qu'elle-même, elle faisait. Comme ça, sa petite soeur aussi aura l'argent comme elle. Dès que Yachacha lui montre comme ça, 8 mois après, un jour, Yachacha veut dire, hey, j'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête. Ils partent à l'hôpital, on dit, oh, la tête a fait 2 jours, Yachacha est morte. Décédée en Angola. Elle dit, tu vois, Kabibi, c'est quand vous êtes lundi avec quelqu'un, elle dit, aujourd'hui, je ne vais pas sortir, j'ai mal à la tête. Mardi, vous partez à l'hôpital, mercredi, elle décède. Elle dit, ma soeur est décédée tellement brusquement que je n'ai pas compris. On a dit si c'est méningite, si c'est quoi. Donc, je n'ai jamais compris. Ma soeur était décédée de quoi? Ma soeur est décédée comme ça, sans explication. Elle a dit, j'ai commencé à marcher sur la route en Angola toute seule. J'ai parlé, j'ai pleuré, j'ai parté, je ne savais pas, j'ai parté où. Je ne savais pas comment j'allais faire. J'avais 24 ans. Yachacha qui m'a amené, je n'ai pas vu l'Amérique, rien du tout. Elle qui était mon guide, Yachacha est morte. Je vais rentrer au Congo, je vais faire comment? Elle a dit, la force, le courage là, je ne sais pas, il est venu d'où. C'est moi-même qui ai enterré ma soeur en Angola. J'ai fait les démarches avec les gens de l'Angola et les pleurs, et les deuils, et la douleur, et la peur. Elle dit, tu vois, c'est comme si tu restais nu. C'est comme si tu restais seul. La personne qui te couvrait est partie. C'est elle qui parlait portugais. C'est waouh! Que je rentre au Congo, que je fasse comment? Elle m'avait donné 500 dollars. Mais 500 dollars, elle venait de m'apprendre à faire les médicaments. Je ne savais même pas faire.
Elle a pris tous les biens de Yachacha. Tout l'argent de Yachacha, elle a envoyé à Kin. Elle a dit, je garde rien, mes parents sont vivants et tout ça. On a fait les deuils à Kinshasa et tout. Elle a enterré sa soeur. Elle est restée seule en Angola, dans la maison. Elle a dit, ici, c'est prendre courage. Donc, elle a pris courage. Elle a dit, elle va faire des médicaments. Elle a tapé d'abord 3 jours de prière. Que Dieu lui donne la force. Elle a commencé à appeler les relations de Yachacha pour commander. Elle a dit, Kabibi, j'ai commandé la première fois, j'ai tenté, j'avais $500. Je suis partie vendre au marché. Elle a dit non, quand Dieu te bénit. Kabibi, moi, donc quand j'arrive, je vends. C'est quand moi j'arrive, les gens viennent d'abord chez moi avant d'aller chez les autres. En Angola, les gens peuvent te dire que j'ai les fétiches, j'ai sacrifié ma soeur. Je n'ai pas sacrifié ma soeur. Elle dit, moi, je n'avais jamais vendu ça. C'est elle qui vendait ses histoires. Elle dit, moi, j'ai fait mon commerce avec les $500 qu'elle m'a donné. Son argent, elle, son capital, j'avais envoyé à Kinshasa. Parce qu'elle venait d'acheter la maison aux parents, tu vois. Elle aimait trop la famille. J'ai tout donné à la famille, c'est pour elle. Moi, je voulais tourner avec ce que j'avais. Elle a dit, mon argent, en 2 mois, mon argent est parti de 500 peut-être à 7000. Mon argent s'est multiplié comme ça. Elle a dit, j'ai vendu. Donc, l'argent, comme elle me disait qu'ici, tu peux être millionnaire le matin et le soir, tu n'as rien. Ça trottait toujours dans ma tête. J'ai dit, donc, c'est comme ça qu'elle gagnait l'argent. Donc, tu peux vendre, tu gagnes les bénéfices comme ça. Elle dit, quand elle arrivait comme ça, les gens venaient comme des fourmis. Les gens viennent, ils achètent les médicaments, eux aussi partent revendre. C'était des revendeurs. Donc, elle fait les business là. Un jour, elle a fait la commande. On a arrêté ces trucs à l'aéroport de l'Angola. Elle a dit, tu vois, la police angolaise, ce n'est pas la police congolaise. On ne les corrompt pas. Les policiers angolais, on ne les corrompt pas, ils refusent. S'ils ont dit non, non, c'est non. Donc, on a arrêté sa marchandise. Genre, on va tout confisquer, c'est tout son capital. Et donc, je suis tombée. Elle a dit, c'est que Yachacha me disait que tu peux être riche le matin et le soir, tu es pauvre. Ça m'est arrivé. Donc, je vais caler ici en Angola. Elle dit, comme je n'étais même pas une vraie commerçante, je ne savais pas multiplier l'argent. Donc, moi, je vends les trucs pour 5000. Hein? Je gagne tout, non? 5000. Je prends tous les 5000, j'achète encore. Au lieu de garder même un peu, j'ai investi tout mon argent. Je paye seulement la maison, les petits trucs, j'ai réinvesti. Je me disais que je tourne jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000 dollars. Je croyais que c'est comme ça qu'on faisait les business. Donc, quand on a arrêté la marchandise, on a arrêté tout son argent. Elle a commencé à pleurer. Elle est partie chercher les gangs, les grands frères, les gens qu'elle connaissait qui étaient en Angola là-bas, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une femme angolaise qui connaissait un policier, c'est angolais, c'est comment. Ils sont partis négocier, on a libéré ces trucs. Elle a dit, ça ne se fait pas en Angola, demande aux gens qui sont en Angola. Si ça se fait, c'est 1 cas sur 100. Les policiers angolais ne négocient pas. Elle a dit, on a libéré ma marchandise. Elle a dit, tu vois la marchandise là, quand je l'ai vendue, l'argent que j'ai pris, je suis partie demander les visas. Elle est partie demander les visas dans la voie normale. Elle a demandé les visas à l'ambassade de France, on lui a donné. Elle était très étonnée. Pourtant, avec Yachacha, ils avaient corrompu quelqu'un pour l'amener en Amérique. On lui a donné les visas. Donc, Yachacha, elle-même pouvait lui donner les visas parce qu'elle avait beaucoup d'argent, mais elle ne savait pas. Elle a dit, c'est comme ça que j'ai pris l'avion, je suis venue en France. On va s'arrêter là pour la première partie parce que ça fait déjà 1 heure racontée. On va faire la deuxième vidéo pour terminer son histoire et la raconter correctement parce que c'est un grand témoignage. Elle est arrivée en France, c'est le point final de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas de la liker, de commenter sur le courage de cette femme qui vient de sa grand-mère, de sa mère et de elle-même. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Je vous invite à suivre la deuxième partie dans l'émission qui va suivre juste après. Peace and love chez vous. Bye. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur.
car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour paix, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour paix, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Un enfant dont tu peux être fier, oui. Ta présence dans ma vie a tout changé parce que tu es Seigneur. Je t'aime, 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 Seigneur.
Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.